le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Parcours professionnel. Alors moi, j'ai un parcours professionnel qui est assez atypique, en fait, comme souvent les sexologues, en fait, je me rends compte. Moi, mon premier métier, c'était informaticienne. J'étais chef de projet en informatique pendant une dizaine d'années. Et en fait, j'ai eu un déclic à un moment de ma vie par rapport à des événements de vie personnels qui ont fait que j'ai souhaité déjà dans un premier temps passer plus de temps avec des femmes parce qu'en fait, voilà, dans ce métier d'informaticien, enfin voilà, j'étais entourée d'hommes et puis dans ma vie perso, il y avait aussi beaucoup de mâles et ouais, je ressentais le besoin de passer du temps avec des femmes et du coup, je me suis dit mais qu'est-ce que je peux faire qui me fasse passer plus de temps avec des femmes. Et en fait, j'ai choisi de faire de la vente de sextoys à domicile. Ok. À ce moment-là. Je me disais, j'ai aucune envie de participer à une vision patriarcale, sexiste et tout ça. Par exemple, je m'étais dit peut-être vendre des Tupperware et en fait, ça correspondait pas du tout à ce que je voulais. Je me disais, non, moi j'ai envie vraiment de contribuer au contraire à l'émancipation, à une vision axée sur le plaisir. Donc j'ai fait ça. Et en fait, de fil en aiguille, il y a des personnes en fait qui m'ont dit, ah mais tiens, il y a une formation à côté de chez toi qui pourrait te plaire parce que je faisais pas mal de ventes de sextoys dans le monde du handicap auprès de personnes en situation de handicap. Et donc là, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, il y a une formation à côté de chez toi, handicap et sexualité, ça pourrait te plaire. Et effectivement, je m'étais dit, ok, ça passe ou ça casse. Soit c'est trop dur, enfin, ça résonne trop au niveau personnel, parce que moi-même, je suis une personne handi. Euh, ou alors, je me sens complètement à côté de la plaque, j'ai pas ce qu'il faut au niveau professionnel, et du coup, j'arrête après cette formation. Soit ça se passe bien, et je change de voie et je reprends mes études et je fais de la sexo. Et c'est ça qui s'est passé. Donc, j'ai fait mes 2 années d'études en sexologie. Après quoi, je me suis dit, enfin, j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur. Je me sentais pas encore assez, peut-être pas syndrome de l'imposteur d'ailleurs, mais il y avait quelque chose de, je me sentais pas assez solide encore pour commencer tout de suite à consulter, à proposer des consultations. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à la fois j'ai commencé à travailler pour une association qui m'a permis de commencer déjà à avoir des contacts avec des personnes avec avec cette compétence de sexologie. J'ai repris mes études en psycho. Donc voilà, j'ai recommencé tout un cursus de psycho.
Et je me suis tournée vers le tantra et je me suis formée à l'enseignement du tantra. Ah, donc du coup, c'est un gros parcours finalement. C'est un gros parcours, ouais. Moi, je me posais une question. J'ai rencontré plusieurs personnes qui vendaient justement des sextoys à domicile et Ouais, certaines qui me disaient qu'elles étaient formées dans le cadre justement euh, de ce métier-là, et d'autres ouais. qui disaient, bah non, c'est vraiment en fonction de la chaîne, je ne sais pas comment ça se nomme. Et du coup, toi, à ce moment-là, tu avais déjà une petite initiation et une petite formation? Ouais, en fait, il y a eu une petite formation. En fait, c'est pas une formation, mais c'était plusieurs. C'était un peu de la formation continue, on va dire, Ok. des petits rendez-vous réguliers avec une sexologue. Et il se trouvait qu'elle avait fait la même formation que la sexologue qui faisait cette formation animation de groupe de parole vie affective et sexuelle. Elles venaient toutes les deux du même endroit et j'aimais bien leur approche à toutes les deux. Et du coup, j'ai décidé d'aller à cette école-là. Donc justement, tu as répondu un petit peu en partie à ma deuxième question, c'était qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix? Donc il y avait à la fois la curiosité, l'envie de cette émancipation féminine aussi. Et est-ce qu'il y a autre chose qui est venu aussi voilà, te Ouais, motiver ou t'intéresser? ouais, tout à fait. En fait, moi, la sexologie, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Enfin, même c'était, il y a un moment quand j'étais ado, quand je me disais, mais qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Je me disais, je serai sexologue. Et mais j'ai pas du tout osé en parler. J'ai pas du tout osé en parler à mes parents. J'ai pas du tout assumé ça. J'ai louvoyé un petit peu en leur disant, ouais, j'aimerais bien être psychologue. Voilà. Mes parents m'ont dit, ah, t'as envie d'être chômeuse, d'accord. Donc, Il y je avait un me suis jugement comme ça sur... Il y avait voilà. énormément de jugements et du coup, j'ai vu que c'était. Enfin, en tout cas, à l'époque, j'ai pas du tout osé continuer, enfin, comment dire, assumer ce choix-là et j'ai fait quelque chose de beaucoup plus raisonnable ou en tout cas qui me mettait moins en difficulté dans ma relation avec mes parents. Bon, j'avais 16 ans quand j'ai eu mon bac, voilà, j'avais pas encore les épaules pour assumer ces choix. Mais je suis contente du coup d'avoir pu le faire après. Donc la motivation était même plus profonde et voilà, Ouais. antérieure finalement. Ouais, Ok. ouais, ouais. Oui, parce que, alors je pense que j'attribue une partie de ça, pour le coup, à mon handicap, en fait, où très rapidement, moi, dans ma vie, les gens m'ont parlé de leur vie affective, de leur vie sexuelle, et se tournaient très vite vers moi comme étant une personne qui pouvait tout entendre, être compréhensive, et j'ai eu ce rôle social très très tôt, en fait. Comment tu le comprends? Mais en fait, je pense que je rentrais bien dans les stéréotypes, en fait, où les personnes en situation de handicap, très souvent, elles sont pas perçues dans le game au niveau Ok, sexuel. d'accord. Et du coup, c'est comme si j'étais une personne qui était complètement neutre. Ok, Et oui, du c'est comme coup, si ça créait un ouais, biais relationnel ouais, qui faisait qu'en fait, comme tu pouvais pas être séduisante pour eux, je catégorise ouais, comme ouais, ça, c'est ça. bah, du coup, on peut venir parler d'autres choses. Il n'y a pas cet enjeu qui se met en place. Ouais, D'accord. exactement. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends et que je l'ai perçu à ce moment-là. Et donc, au final, c'était un peu faire de nécessité vertu, quoi. Enfin, voilà, c'était la place sociale que de fait j'avais. Je me dis, bon, ben, au fur et à mesure, au début, ça me saoulait. Et puis, en fait, très rapidement, ça m'a vachement intéressée. Je trouvais ça passionnant, finalement. Et voilà, donc, c'est resté, en fait, comme quelque chose dont j'aimerais bien, dont j'aurais aimé vivre. Et donc, je suis contente de le faire aujourd'hui. Super. Et justement, maintenant, alors, du coup, on n'a pas formulé. Comment tu te nommes? C'est quoi ton statut? C'est quoi comment tu te décris justement quand tu dois te Ouais. décrire à quelqu'un? Alors, ben, en tout cas, au niveau professionnel, je me décris comme étant sexologue clinicienne. Et je tiens à ça parce que je sais qu'il y a, bon, il y a plein de questions dans notre petit monde entre qui a le droit de s'appeler sexologue et sexothérapeute et autre chose. Moi, je tiens au sexologue parce que dans le sexologue, il y a le logos, en fait, il y a la parole, il y a les mots, le fait que ça s'articule autour du verbe. Et ça, moi, ça me parle parce que c'est vraiment ma conception du travail. Voilà.
moi aujourd'hui, en tant que sexo, euh, l'accompagnement que je propose, il est vraiment autour de la parole. Ok. Et du coup, pour moi, ça fait sens à cet endroit-là. Et sexologue clinicienne, euh, parce que je me retrouve vraiment dans cette approche au niveau du syndicat, du national des sexologues cliniciens, avec cette approche auprès des personnes dans un accompagnement personnel. Super. Et du coup, comment tu exerces actuellement? Est-ce que tu exerces dans une structure? Est-ce que tu exerces à ton compte? Est-ce que tu formes? C'est quoi tes casquettes? Alors, j'ai différentes casquettes. Aujourd'hui, je suis à la fois donc, dans cette partie clinique. Donc, je propose des consultations qui, depuis le Covid, en fait, sont plus que des consultations en visio, sauf pour les personnes avec des déficiences intellectuelles pour lesquelles je me déplace à leur domicile si c'est nécessaire. Euh, D'autre part, je suis aussi formatrice, effectivement. Donc, j'interviens dans des écoles de sexo, j'interviens dans des écoles d'EduxP et j'interviens dans des établissements en formation continue pour des professionnels sur notamment les questions de validisme et de santé sexuelle. Est-ce que Euh, tu peux d'a- développer du coup juste un peu ce terme? ouais. En fait, on parle souvent enfin, de handicap et de la thématique handicap et sexualité. Et en fait, là, ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille là-dessus. Et plus je travaille dessus, et plus je me dis, le problème, c'est vraiment pas le handicap, le problème, c'est le validisme. Le validisme, c'est un peu la même chose que le sexisme ou le racisme, donc un système de domination d'une catégorie de la population sur une autre. Et là, ce système de domination des personnes, enfin pas des personnes, mais du système de personnes pensées par et pour des personnes valides, euh, qui va à l'encontre des droits, souvent, des personnes handi ou ayant des maladies chroniques, ou perçues comme handi ou perçues comme ayant des maladies chroniques. Et du coup, ça crée tout un tas de biais. Ça intervient vraiment à plein d'endroits au niveau de la santé sexuelle et à l'encontre des droits sexuels des personnes. Donc du coup, il y a du boulot, quoi. Donc il y a du boulot, ouais, à ce niveau-là, il y a vraiment pas mal de choses à faire en France et pas qu'en France. Et donc voilà, il y a tout ce pan de formation. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est justement pouvoir amener cette question de la santé sexuelle dans des endroits de la santé où c'est pas forcément pris en compte, alors que c'est vraiment une donnée majeure et essentielle. Et notamment, je travaille pas mal dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient pour faire en sorte que cette question de la santé sexuelle aille aussi dans l'éducation thérapeutique du patient et pour accompagner les personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Donc quand tu parles patient, finalement, c'est de manière très large. Ouais, très très large. Après, j'aime bien aussi dans la partie clinique, j'adore aussi et c'est ce côté sexologue que j'aime bien. Euh, J'aime beaucoup aussi qu'il y ait cette possibilité pour des personnes qui n'ont pas de problème de venir juste parce qu'elles ont envie ou besoin de parler de leur vie affective et sexuelle et qu'elles m'identifient en tant que sexologue comme une personne voilà, avec qui elles peuvent avoir cette discussion sans jugement, mais sans forcément qu'il y ait de problème en fait, juste pour avoir un support de réflexion et un échange. Super. Donc ça fait vraiment beaucoup de casquettes, effectivement, à la fois le côté thérapeute et le côté formateur et, éducatrice, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, quelque chose Alors non, je suis de ouais, prévention plutôt, voilà, ouais. ouais, de prévention. Je suis pas éduque, Oui, mais non, mais voilà, de prévention. ouais. Et du coup, selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour justement aborder toutes ces casquettes? Les compétences nécessaires pour aborder toutes ces casquettes, déjà une grande capacité d'écoute, je pense, d'é- d'écoute et de non-jugement ou de moindre jugement, de pouvoir de pouvoir accueillir les personnes telles qu'elles sont, là où elles en sont. Après, je pense qu'on a tous nos limites, tous nos limites,
Et ça, c'était quelque chose pour lequel je suis assez contente, en fait. Au départ, je n'osais pas trop affirmer mes limites. Je me disais, oh là là, je vais pouvoir travailler avec tout le monde et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ben non, j'avais mes limites. Et du coup, ben, aujourd'hui, j'ose afficher certaines choses, affirmer ma couleur, en fait, en tant que sexologue, ce qui va permettre à la fois d'être identifiée comme étant peut-être la bonne personne pour les personnes que j'ai en face, et en même temps, moi, qui va me permettre de travailler dans des conditions plus confortables, euh, parce on va se trouver, en fait, avec les personnes qui cherchent un accompagnement. Donc, ce que j'entends, c'est finalement le respect de l'autre, mais aussi le respect de toi-même, finalement, Ouais, quelque chose comme tout ça. à fait. Ouais. Est-ce que tu en verrais d'autres, des compétences qui sont a priori nécessaires, du coup, pour exercer cette profession? Ouais, pour moi, il y a une grande curiosité, en fait. Et c'est pas une curiosité par rapport aux gens, c'est pas être curieux par rapport à ce qui leur arrive et tout ça, mais c'est vraiment une curiosité en amont, beaucoup plus large et, sur la sexualité, en fait, parce que la sexualité, c'est un domaine qui touche tellement pratiquement à tout. Enfin, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait Everything is about sex except sex. Et c'est vraiment ça. Donc tout est à propos du sexe, sauf le sexe. Et du coup, moi, j'adore que dans ce métier, j'ai besoin d'informations en biologie, en anatomie, en physiologie, mais aussi en anthropologie, en éthologie, d'avoir un peu des radars, enfin d'être ouais, assez à l'écoute de ce qui peut se passer dans plein de domaines. Et tout ça, ça va enrichir une culture qui va me permettre justement d'être à l'aise, euh, pratiquement quel que soit ce que la personne en face euh, va me dire en fait. Et puis, je pense qu'il y a vraiment cette capacité à se remettre en question aussi, ce qui est une compétence vraiment importante, à se remettre en question. Je dirais même plus précisément à vraiment être attentive à nos représentations et à régulièrement vraiment les remettre au travail. Il y a plein de moments en fait où je me disais, enfin, maintenant quand j'y repense, je me dis, ah là là, mais j'étais une sacrée arriviste quand même. Mais il y avait plein de moments comme ça où je me disais, c'est bon maintenant, je suis complètement déconstruite, tout va bien, plus rien ne m'étonne et tout ça. Et en fait, non, il y a toujours des choses pour lesquelles je peux avoir un jugement. Il y a toujours des choses qui peuvent me choquer ou m'interroger. Et l'idée, c'est pas d'être en lutte contre ce fait-là, mais plus d'être curieuse de ça, en fait. Je me rends compte. Ouais, j'entends que le mot-clé, c'est cette curiosité bienveillante pour Oui, élargir le champ des possibles, élargir le regard et du ouais, coup permettre d'accueillir de manière juste et de manière saine. ouais, tout à fait. Super. Euh, Par rapport aux connaissances donc, liées à la sexologie, à l'intimité, justement, les étudiants me posaient la question de comment faire par rapport à toutes ces informations qu'on a actuellement sur le net et un peu partout dans les livres, parce qu'il y a des informations qui sont quand même très opposées. Et comment faire la part des choses, du coup, selon toi, entre tout ce qui est véhiculé actuellement sur la sexualité? Euh, En fait, sur les choses opposées, je pense il y a plusieurs choses. Il y a à la fois, il y a plus d'informations, il y a plus de données scientifiques sur certains, comment dire, sur certains pans qui touchent à la sexologie. Par exemple, enfin, voilà, il y a 30 ans, on n'avait pas facilement accès à une imagerie du clitoris, par exemple, pour ne prendre que ça. Euh, donc aujourd'hui, il y a plus de données, on va dire, objectives, peut-être. Euh, Après, je pense que là où il y a plus de choses opposées, ça va être sur le subjectif, en fait. Sur, sur des compréhensions et sur
sur l'espace politique qu'il peut y avoir derrière. Euh, et du coup, je sais pas vraiment comment répondre à ta question, parce qu'en fait, sur cette part de subjectivité, euh, ouais, on est un peu... Ouais, je suis désolée. Je Mais suis un par peu... exemple, ce que j'ai entendu tout à l'heure, tout au début, Mm. c'était, tu m'as dit, bah, j'ai été dans cette formation parce que ces deux personnes-là, j'aimais bien leur philosophie et leur approche. Euh, Qu'est-ce qui résonnait en toi par rapport à cette philosophie et cette approche qui n'aurait pas résonné dans une autre formation, dans une autre approche? Ouais. Et ben pour moi, ce qui a résonné, ça a été vraiment justement le fait qu'on mette euh, la lumière vraiment sur cette curiosité Ok. et qu'on aille vraiment de manière large et qu'on fasse appel à notre créativité aussi. Et à pas rester figé que dans une vision hétérocentrée, que dans une vision. Je dis pas que toutes les autres formations sont comme ça, hein, mais souvent ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Moi, j'avais besoin qu'il y ait de la diversité. Moi, c'est vraiment ça qui me porte. Et là, c'est ce que ces deux personnes-là dégageaient, entre autres, c'était vraiment quelque chose d'une acceptation enfin plus que de l'acceptation, mais vraiment de la valorisation de la diversité. Ce que parfois, j'entends pas forcément à d'autres endroits, même dans ce milieu de la sexologie, où ça peut rester très patriarcal, très hétérocentré, très validocentré aussi. Euh, et du coup, voilà, de sortir du tout biologique et du tout génital pour aller vraiment sur une vision beaucoup plus holistique et plus globale en fait. Ok, De se ouais, dire, quelque chose ok, il qui... y a une question autour de la sexualité, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose autour du génital. Et, euh, et ça m'a plu. D'accord, ouais, cette ouverture-là, justement, au lieu de créer des nouveaux stéréotypes ou des nouvelles normes, c'est pouvoir ouvrir cette notion des normes et de l'élargir à tel point que, en fait, tout est entendable et que c'est OK. Mhm. Super. Ouais. Alors, du coup, j'ai après une question un peu rigolote, selon moi. Quels sont les avantages et les inconvénients de ta profession? Quels sont les avantages et les inconvénients de ma profession? Les avantages, alors je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais si en soirée je raconte ce que je fais comme métier, très rapidement, ça nourrit la conversation, beaucoup. OK. Euh, un inc- Après, non, moi vraiment, ce que je vois dans les avantages, c'est que pour moi, en tout cas, c'est une profession qui est une passion, quoi. Enfin, moi, je suis vraiment passionnée par ce que je fais et l'un des avantages, c'est que du coup, je nourris beaucoup ma curiosité avec ça et que je me sens très vivante en le faisant. Un inconvénient de ça, c'est que je compte pas mes heures, comme c'est ma passion. Et du coup, ça peut être très prenant. Euh, Après, par rapport à la vie personnelle, voilà, ça peut être quelque chose où il y a une... Je ne sais pas exactement comment le formuler, mais il y a peut-être une vigilance à avoir. C'est même pas une question de comment le formuler, mais je ne sais même pas exactement où j'en suis par rapport à ça. Mais je vois que c'est quelque chose dont je parle souvent, par exemple, euh, avec mon partenaire ou avec mes enfants sur est-ce que c'est OK Enfin voilà, vous pouvez me présenter comme vous voulez. Si vous voulez dire que je suis thérapeute et rester hyper vague, vous pouvez. Vous êtes absolument pas. Enfin, moi, il y a quelque chose qui me fait un petit peu peur de ce côté-là sur quels impacts ça peut avoir pour ma famille. Ok, c'est Parce que plutôt pour finalement le regard de l'autre plus que, ce que ça peut véhiculer pour toi. ouais, le regard des autres sur eux. En fait, c'est même pas sur moi. Moi, je m'en fous. Moi, c'est mon choix et je suis très contente de faire ce que je fais. En revanche, ma famille n'a pas choisi que je fasse ce métier-là et du coup, voilà, je voudrais pas que ça ait des impacts négatifs sur eux. Et parce que c'est juste une pensée ou c'est déjà quelque chose qui a pu être vécu pour toi? Non, pour l'instant, c'est juste une C'est pensée une pensée, et c'est ouais. très bien. Je suis très contente que ce soit juste une pensée. Euh,
après, moi personnellement, il y a eu au début, par exemple, mais je pense que ça arrive beaucoup à des personnes psychologues ou sexologues, surtout à des femmes qui s'installent. Euh, Au tout début, j'avais plein d'appels qui étaient complètement à côté de la plaque. Euh, mais voilà, j'ai su rapidement composer avec ça. Et, euh, et heureusement, ça n'a impacté que moi. Mais voilà, mais ça m'a quand même un peu, comment dire? Ça crée une vigilance, en tout cas, Ouais, j'entends quelque chose comme exactement, ça. c'est Ouais. ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Mm. Est-ce que tu pourrais me raconter une journée ou une semaine type de ce que tu vis justement dans ton métier? Est-ce que ça existe? Alors, ça n'existe pas trop. Et puis là, je suis en train d'essayer de nouvelles choses en termes d'emploi du temps, justement. Moi, je sens que j'ai besoin d'alterner. J'ai beaucoup de mal. Je sais que j'ai des collègues qui font que de la consultation 9h, 18h. Moi, je ne suis pas capable de ça. Parce qu'il y a des journées un peu. Parce qu'il y a des consultations qui sont un peu éprouvantes, en fait. Donc, je fais en sorte qu'il y ait un mélange dans mes semaines, qui est à la fois des consultations, à la fois de la formation ou alors de la préparation de formation. Et puis aussi que je puisse me nourrir, donc d'avoir me nourrir intellectuellement, hein, Il faut venir nourrir cette curiosité qui est c'est chère. ça Ouais. exactement. Donc je participe à des conférences, pratiquement au moins en moyenne une fois par semaine. Voilà, des conférences, des séminaires. Euh, J'essaye de lire encore, de lire autant que possible. Euh, ouais, j'ai parlé de la préparation aussi de la création d'outils. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi en fonction des situations, de pouvoir contribuer à créer des outils aussi. Euh, et puis, bah voilà, une fois par mois, j'ai aussi de la supervision et ça, c'est primordial. C'est vraiment hyper important pour moi d'avoir ce temps de supervision ben, pour m'aider justement à remettre un peu ma pratique en question et puis avoir du soutien et pouvoir aussi me délester parfois de certaines choses. Ben, j'avoue, quand il y a une journée où j'ai accompagné 3 personnes victimes de violences sexuelles et 2 personnes autrices de violences sexuelles, et ben, enfin, il y a une certaine charge derrière et je suis bien contente d'avoir un espace aussi pour prendre soin de moi en tant que thérapeute Super. pour pouvoir ben, proposer le meilleur accompagnement possible en étant le plus dispo possible. Ça crée un équilibre finalement intérieur. Ouais, tout à fait. Génial. Euh, est-ce que, voilà, c'est ma dernière question, c'est du coup, quel conseil tu pourrais donner à un étudiant ou une étudiante qui souhaiterait venir dans ce domaine? Euh, Bienvenue. Déjà. Bienvenue et vraiment ça va être chouette. Il faut s'accrocher et bien s'entourer en Ok, fait. Et, et bien s'entourer de personnes ouais, qui vont comprendre la démarche et de personnes qui vont pouvoir euh, bah, accompagner justement à nourrir cette curiosité, cette créativité. Et en fonction, je pense, de la manière dont on travaille, enfin, il y a plein de manières de faire, mais c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment cet écueil qui pourrait être de rester seul, que ce soit seul dans son cabinet ou seul derrière son écran, ou quoi, et vraiment de pouvoir s'entourer de personnes bienveillantes et avec qui on va pouvoir cheminer. super. Et pour clore du coup cet entretien qui était vraiment super agréable, est-ce que tu aurais un mot ou une phrase qui résumerait la vision pour toi de qu'est-ce que c'est la sexualité ou qu'est-ce que c'est la vie intime? Tu as commencé à faire une Ouais, ébauche, mais du coup, un truc qui essaye de commencer. ouais.
qu'est-ce que c'est la sexualité ou la vie intime? Pour moi, c'est un espace de liberté. Pour être, c'est un espace dans lequel on peut être soi-même, s'épanouir et, euh, et vivre la relation, quel que soit le type de relation, mais en tout cas, euh, c'est une possibilité de vivre à la fois de l'espièglerie, de l'harmonie. Et dans le métier, pour moi, de sexologue, c'est en tout cas d'accompagner à ça. Super beau. En tout cas, Voilà. présenté comme ça donne envie pour tout.